Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire dans le cadre de la campagne Gestion des risques et Covid-19 de l'ICSI. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc Laure Giraudet. Laure est la directrice santé-sécurité du groupe Suez qui compte plus de 90 000 collaborateurs dans 64 pays. Elle a eu un cursus opérationnel et commercial en France et à l'international avant de devenir DRH de la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde et actuellement donc directrice de la santé-sécurité du groupe. Merci Laure d'accepter de témoigner lors de ce webinaire et j'accueille également avec un grand plaisir Paul Dufil. Donc Paul Dufil est le secrétaire général de l'OPPBTP. L'OPPBTP, c'est l'organisme professionnel pour la prévention dans le bâtiment et les travaux publics. Donc, bienvenue à tous. Quelques éléments techniques avant de débuter ce webinaire. Donc, je vais vous demander en particulier à tous les participants d'éteindre vos micros pour éviter tous les bruits parasites. Pour toutes vos questions, elles doivent être écrites dans le chat, donc la partie conversation de ce webinaire. Sachez également que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'ICSI. Je vais maintenant donner la parole à Yvan qui va faire l'introduction de ce webinaire. Yvan, à toi. Merci Dounia, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une campagne plus large de l'ICSI consacré à la gestion des risques et à la Covid-19. Alors, l'ICSI n'est ni un spécialiste de la gestion des risques, de la gestion de crise, par contre, pardon, ni un spécialiste de la Covid, mais par contre, il nous semblait intéressant de proposer un sujet d'actualité, vu l'actualité que nous vivons, du lien, l'impact de la Covid sur la façon dont nous gérons les risques, sur le niveau de sécurité, etc. Cette approche, nous allons la mener à travers trois grands axes. La campagne elle est composée de trois grandes composantes. Une composante qui visera à vous faire des retours d'expérience concrets tels qu'ils ont été vécus dans certaines entreprises par la voix de certains dirigeants. Vous en aurez deux aujourd'hui. Il y en avait deux il y a quelques temps émanant d'EDF et de la SNCF. Et on continuera des webinaires de ce style avec d'autres types d'intervenants, des chercheurs, des syndicalistes par exemple. Dans cet axe de retour d'expérience, on visera aussi à faire des enquêtes quantitatives ou qualitatives qui permettront de proposer une sorte d'observatoire de l'impact concret, réel, de la Covid sur la gestion des risques et éventuellement de faire émerger des tendances un peu lourdes sur lesquelles on sera amené à réfléchir. Réfléchir, c'est justement le deuxième axe de la campagne qui visera à proposer des réflexions prospectives sur qu'est-ce que ça change, est-ce qu'il y a une sécurité de demain, est-ce qu'il y a une nouvelle sécurité suite à la crise de la Covid. Et ça, on le fera à travers des modalités bien connues de l'ICSI, l'échange, le partage. On lancera un groupe d'échange sur ce sujet avec tous nos membres pour réfléchir à ces nouvelles perspectives. Et on le fera aussi en lien avec la FONCSI, la Fondation de recherche sur la culture de sécurité industrielle, qui traitera de sujets assez proches, mais avec des modalités un peu différentes, puisqu'elle auditionnera des experts internationaux de très haut niveau. On croisera nos regards pour faire émerger éventuellement de nouvelles problématiques fortes, par exemple autour de l'impact de la sécurité, sur est-ce que le leadership dans l'incertain doit être différent, est-ce que la résilience est au cœur aujourd'hui de nos problématiques. Et puis troisième axe, un axe plus international, et on sera connecté à des réseaux internationaux et anglo-saxons en particulier, de référence, d'excellence, comme le réseau de Resilience Engineering et le réseau des experts de Natural Decision Making. Et vous aurez aussi on vous proposera des manifestations liées à ces réseaux, des webinaires ou autres formes, des petits documents, également avec tout ce que la Fondation publiera. Voilà. Donc, ces trois grandes composantes de la campagne que l'ICSI a lancée il y a peu et qui va durer quelques mois. Suivez nos actualités. Petit à petit, le programme est en train de se constituer, il sera riche et j'espère qu'on vous retrouvera aussi nombreux dans toutes ces autres manifestations. En attendant, profitez bien de ce webinaire et je repasse la parole à Dounia. Merci beaucoup Yvan.
On va passer maintenant à une première question interactive. Donc, on va vous solliciter, chers participants. Vous allez bientôt voir le lien vers une question interactive pour que vous puissiez répondre. Vous allez devoir cliquer dans la partie conversation sur le lien pour pouvoir répondre à la question suivante. Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très peu et 5 très fortement, dans votre organisation, la Covid-19 a-t-elle eu des impacts sur la maîtrise des risques majeurs? Donc, c'est à vous. Je vais vous demander maintenant de répondre à la question. Donc, le lien va apparaître dans la conversation. Je vous laisse répondre. Je vous laisse cliquer sur le lien que vous avez reçu. Je vais demander à Jean-Marc, s'il vous plaît, Jean-Marc, est-ce que tu peux remettre le lien pour que vous puissiez cliquer directement sur le lien que vous allez recevoir dans Conversation, s'il vous plaît. Donc, je vais vous demander de cliquer sur le lien qu'il y a dans Conversation pour pouvoir voter en ligne et qu'on voit toutes vos réponses. Donc, même ceux qui ont rempli, s'il vous plaît, sur en mettant 1 ou 2 dans la conversation, je vais vous demander, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien Forms et de remplir le Forms. Vous voyez, pour que vous puissiez cliquer sur le Forms. Allez, nous sommes à 70 réponses reçues. Je vous laisse encore quelques secondes. Nous sommes 135 en ligne. Allez, je vais attendre la centaine de réponses avant de partager avec vous ces premières orientations. Vous pourrez de toutes les façons continuer à répondre. Allez, on y est presque. On est à 95. Eh bien, je crois qu'on va rester à 95. Je vais maintenant partager avec vous les premières tendances de ce questionnaire. Hop là. Donc, aujourd'hui, la moyenne donc, sur une échelle de 1 à 5, donc 1 étant très peu et 5 très fortement, on est à une moyenne donc, de 3,06 en termes de questions de votre réponse. Donc, on constate quand même hein, qu'il y a un impact qui est conséquent sur la maîtrise des risques majeurs de la Covid-19. Alors, après ces premiers éléments, on voit que ça y est, on a atteint les 100 réponses et ça augmente encore un petit peu. Je vais demander, s'il vous plaît, de bien fermer vos micros parce que j'entends de l'écho. On va maintenant revenir au webinaire. Et cette fois-ci, pour vous présenter de manière un peu plus systématique quel va être le programme de ce webinaire. Donc, ce premier webinaire a pour objectif de partager avec vous les premiers retours d'expérience sur la maîtrise des risques majeurs et la mise en perspective en lien avec la crise du Covid-19. Il va être développé en 2 grandes parties. Une première partie où on va se concentrer sur la place de la sécurité depuis la reprise et une deuxième partie
où on va plus se focaliser sur l'impact sur le terrain et les actions managériales qui ont pu être menées dans vos différentes organisations. Tout cela à travers des questions interactives, des témoignages et des sessions de questions-réponses. Je vais maintenant donner la parole à nos invités. Je vais commencer donc par Laure. Laure, est-ce que vous pourriez nous présenter le contexte particulier dans lequel s'est trouvé Suez pendant la crise de la Covid-19 et à la reprise? Donc, je vais maintenant donner la parole à Laure. Merci Dounia. Donc en fait, Suez assure des services essentiels aux collectivités et aux industriels. Donc on se doit d'assurer la continuité de nos services. On ne peut pas arrêter de fournir de l'eau potable ou de gérer des déchets, de les collecter puis les traiter. Donc chez nous, même pendant le confinement, et ce partout dans le monde, les opérations ne se sont pas arrêtées. Il y a eu à peu près au plus haut de la première vague 60% des collaborateurs qui continuaient d'être mobilisés sur le terrain, 25% qui, eux, sont passés en télétravail et les autres étaient soit en arrêt, maladie, personnel fragile, garde d'enfants, ou en chômage technique, par exemple pour les collaborateurs qui travaillaient sur des sites industriels qui ont été fermés par nos clients. Donc, pour les opérations et le management de proximité, il a fallu déployer, comme tout le monde, des plans de continuité d'activité pour maintenir les tâches et les personnels critiques en place et à mettre en place des rotations. Et dans certains pays, il faut avoir en tête que pour des installations critiques, le personnel était en rotation et dormait sur place 15 jours pour limiter les risques. À l'international, nos expatriés ont été maintenus sur place pendant toute cette période car ils étaient indispensables plus que jamais pour maintenir les services vitaux. Et c'était un petit peu plus compliqué pour eux puisque toutes les missions d'assistance technique étaient, elles, supprimées du fait des travel bans qu'on avait mis en place au niveau du groupe. Et donc, il a fallu beaucoup dialoguer, les rassurer pour mettre en place des solutions de rapatriement, notamment s'ils tombaient malades dans les pays avec des infrastructures fragiles. Donc, je tiens déjà à les remercier devant tous parce que dans certains pays, comme le Bangladesh, par exemple, ce n'était pas forcément simple à la fois pour nos collaborateurs français, anglais ou indiens qui étaient sur place. Mais en tout cas, toutes ces mesures qui ont été mises en place pour la continuité du service ou protéger les collaborateurs ont bien fonctionné et ont été efficaces puisqu'en fait, on n'a eu aucune rupture de service pour tous nos clients durant cette période. Merci beaucoup Laure. Donc on voit que côté Suez, le témoignage va également prendre largement en compte un contexte à l'international. Je vais maintenant donner la parole à Paul. Paul, pour que tu nous présentes également le contexte particulier dans lequel se situe le BTP pendant la crise et actuellement à la reprise. Mais merci beaucoup pour l'aide. Très bien, bah écoutez, alors c'est un petit peu différent pour le PPVTP puisque moi j'interviens, je dirais, comme un organisme de branche. Donc, nous avons agi pour le compte, au bénéfice des entreprises, et ce n'est pas les actions pour notre compte propre dont je vais vous parler. Peut-être rappeler que jusqu'au 14 mars, finalement, nous avons tous vu la crise arriver doucement, un petit peu de loin, et ce qui fait que nous-mêmes, dans la semaine précédant le confinement, nous avons répondu à des entreprises et préparé des éléments sur des plans de continuation d'activité en réactivant des outils qui avaient été développés à l'époque de la grippe H1N1. Bon. Le 16 mars, au soir, le président de la République prend la parole. Je dirais c'est un peu la sidération quand même dans le pays. Et dès le lendemain matin, très naturellement, dirais-je, les opérations de la plupart des chantiers s'arrêtent. Les salariés vont voir leur patron en disant on ne peut pas continuer, il faut qu'on se mette à l'abri. Et je dirais il y a une belle solidarité à ce moment-là qui s'exprime. Alors nous-mêmes, en tant qu'organisme de branche, je dirais dès ce moment-là, nous avons d'abord pensé, comme Laurent le disait, chez Suez, un certain nombre d'activités sont restées opérationnelles tout le temps. Le BTP, c'est un peu pareil, il n'y a pas d'hôpital qui tourne sans un certain nombre de services que le BTP aussi donne.
Et donc, nous avions tout de suite à l'esprit la nécessité de donner des guides de prévention pour ces activités-là. Et puis, il y a eu un petit contexte particulier avec une petite crise un petit peu avec l'État. L'État estimant dans un premier temps que le BTP ne devait pas bénéficier de l'activité partielle, que les chantiers devaient donc continuer, étant estimés comme des lieux à faible risque. Le BTP a fait valoir un avis différent. Et donc, en tant qu'OPP-BTP, nous avons été missionnés très officiellement pour établir un guide de préconisation sanitaire qui servirait de base à la reprise possible, en fonction de la capacité des entreprises à suivre les règles, des activités du BTP. Donc, on a eu un contexte très particulier et dont un des objectifs importants, c'était, je dirais, de donner des conditions recréant la confiance au sein des équipes face à un risque, effectivement, qui était encore très mal connu à l'époque. On ne connaît pas tout encore aujourd'hui, mais je rappelle qu'au mois de mars, les dispositifs, les conditions de contagion posaient encore question, qui, comment. Donc, il fallait d'abord rassurer et dans un premier temps, alors à part l'épisode du masque sur lequel on pourra revenir si quelqu'un le souhaite, mais nous étions donc sur des mesures qui étaient quelque part extrêmes, le confinement en tout cas en était. Alors sur la reprise, il a fallu en fait, pour nous, je dirais, différence avec une entreprise où il y a quelque part une direction qui peut envoyer, je dirais, des ordres et même faire des arbitrages. Nous avons été en accompagnement d'une branche, donc il a fallu faire beaucoup d'efforts pour mettre les documents à disposition. Alors, Internet a été absolument extraordinaire. Le guide OPP a été téléchargé plus de 100 000 fois les premières 24 heures. On a eu presque 2 millions de téléchargements de documents divers mis à disposition sur le premier mois d'usage. On a fait beaucoup de webinaires en ligne pour accompagner les entreprises et donc pour faciliter, mais tout en rappelant qu'il y a eu 2 éléments clés pour la reprise. Beaucoup ont attendu le 11 mai, la fin du confinement. Deuxième élément, le masque est quand même très vite apparu comme un élément indispensable permettant la reprise des activités sur les chantiers. Merci beaucoup Laure et Paul pour cet éclairage sur le contexte particulier. On va maintenant se focaliser sur la première partie qui est finalement la place de la sécurité. Quelques éléments que l'on a pu identifier à travers les différentes rencontres et benchmarks que l'on a pu faire pendant cette période, c'est que globalement, ce que l'on a vu chez nos différents membres, c'est un renforcement de la présence des services prévention dans toutes les instances de décision. Et ensuite, 2 grandes options que l'on a pu observer. C'est d'un côté une première option où le service prévention santé-sécurité a été au cœur de la gestion de la crise sanitaire et une autre option où les services prévention ont été plutôt positionnés en tête haute pour analyser les impacts des décisions sur la maîtrise des risques majeurs. Alors, on va à nouveau avoir une question interactive. Vous allez recevoir le lien dans la conversation. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien cliquer sur le lien et répondre à la question via le lien Forms que vous allez avoir. Donc, la question interactive, selon vous, dans cette période de reprise, la pression qui a pu être ressentie, comme par exemple la volonté de rattraper le retard, de récupérer de l'activité, a-t-elle amené à dégrader la sécurité? Donc, vous allez avoir plusieurs options, très fortement, fortement, peu, aucunement, ou ne sait pas. À vous. Et s'il vous plaît, je vais vous demander donc de bien répondre via le lien qu'il y a dans Conversation. Donc, s'il vous plaît, vous cliquez sur le lien, ne mettez pas votre réponse dans le chat, vous cliquez sur le lien et vous répondez via le lien, s'il vous plaît.
Donc, je vous laisse cliquer sur le lien et répondre. Alors, on va laisser encore quelques secondes. Donc, vous cliquez bien, s'il vous plaît, sur le lien. Si vous avez un souci avec le lien, n'hésitez pas à nous l'écrire. Alors, nous sommes à 104 réponses. Donc voici les réponses. Nous avons donc 32% des personnes qui nous disent que ça a été… Ah bah, vous voyez, ça change en direct. Donc, très fortement, nous avons 7 personnes et 34 personnes en fortement. Donc, si on fait le cumul, nous sommes à 37% qui nous disent que la reprise a amené à dégrader la sécurité et peu ou aucunement, nous sommes à plus de 50%. Donc, on voit en tout cas que l'avis est plutôt partagé. Il n'y a pas une grande tendance qui ressort. En tout cas, pour 37% d'entre vous, il y a eu un impact fort en termes de dégradation de la sécurité, mais pour plus de 60% d'entre vous, ce n'est pas le cas. On va revenir maintenant à la présentation et je vais à nouveau laisser la parole à Laure, donc directrice santé sécurité de Suez. Nous venons de voir quelques éléments sur la place de la sécurité. Qu'en est-il chez Suez? Quelle a été la place des services prévention? Quel impact sur les plans d'action sécurité de votre côté? La crise Covid a pour moi été l'occasion de mettre au premier plan les fonctions santé-sécurité et aussi les fonctions ressources humaines dans les réflexions stratégiques et dans les déploiements. Je dirais même qu'elle a rapproché ces deux filières dans mon groupe, renforcé leurs liens avec les directions générales et les partenaires sociaux. Chez Suez, peut-être une spécificité, c'est que c'est le directeur santé-sécurité, donc moi, qui ai eu le plaisir de coordonner la crise pendant le Covid. Et je pense que ça a facilité l'articulation avec la filière santé-sécurité pour toutes les mesures qu'on a eu à déployer. Et d'ailleurs, c'est ma direction qui est un peu le process owner de gestion de crise pour tout type de crise en temps normal. Ça veut dire qu'on doit gérer le référentiel documentaire de crise du groupe, les formations des personnels d'astreinte de direction, organiser des exercices annuels qui impliquent différents pays. Donc, comme tout le monde, les filières santé-sécurité ont réalisé les analyses de risque des activités, adapté les modes de travail, renforcé les mesures de prévention et de protection. Et je pense qu'une autre source de satisfaction, c'est que le réseau santé-sécurité de Suez, donc c'est 900 personnes de par le monde, n'a jamais autant travaillé main dans la main, à la fois entre eux, mais aussi avec les directions opérationnelles et fonctionnelles. Et c'est un grand plaisir parce qu'on est un groupe très décentralisé et du coup, c'est pas toujours simple de déployer du transversal. Et là, je crois qu'on n'a jamais autant partagé les bonnes pratiques. Nos équipes européennes avaient un coup d'avance grâce aux équipes chinoises qui nous ont aidés à anticiper et démarrer vite. On a organisé, je crois, c'était le 27 février, un premier webinaire avec nos équipes chinoises qui expliquaient les mesures qu'ils avaient déployées, comment il fallait aller vite et se préparer. Sur la gestion des masques aussi, on a mis en place une task force mondiale qui a géré les approvisionnements depuis la Chine ou l'Amérique du Sud, les analyses de conformité et le dispatch. Et cette équipe, il y avait à la fois un patron opérationnel, des équipes achats et aussi quelqu'un de mon équipe de la filière santé-sécurité.
Donc, je dirais qu'on était bien préparé aux crises et le grand point positif, c'est que cette crise a mis en lumière la qualité, l'efficacité, la mobilisation de la filière santé-sécurité, à la fois en centrale et en local. Je pense que, comme tu l'évoquais, elle était un peu au cœur de l'action. Et d'ailleurs, on a fait des enquêtes de nos collaborateurs pour avoir un peu un Rex de crise et ils ont beaucoup plébiscité cette action et donc c'est un bon point pour la crédibilité future. Donc, tu posais une autre question qui était plutôt sur l'impact sur les plans d'action sécurité après la reprise. Je dirais qu'ils ne sont pas vraiment touchés parce qu'ils restent pertinents. On va continuer le travail sur les risques majeurs et la culture. Mais, on a quand même dû décaler un certain nombre d'échéances, peut-être réduire aussi les ambitions de l'année. Par exemple, cette année, on fait pas de formation ou moins de formation en présentiel. Les audits à l'international, on a stoppé, donc il a fallu s'adapter. Et du coup, on a dû un peu reprioriser notre feuille de route et faire plus de place à deux nouveaux sujets. Le premier qui est bien sûr le déploiement du plan d'action post-Rex de crise, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on fasse d'abord, et aussi le sujet de la santé. Et concernant la santé, en fait, on va renforcer ce volet chez Suez, et notamment le sujet de santé mentale. On a déjà demandé à tous les pays d'avoir des hotlines psychologiques parce qu'en fait, la couverture n'était pas 100% dans tous les pays en fait de ces hotlines. Elles existent bien sûr en Europe et l'Asie l'a mis en place en avril et d'autres pays l'ont structuré. Et enfin, on a fait justement mardi cette semaine notre deuxième journée mondiale Suez sur le thème de la santé. Et le thème était renforcer le capital santé pour résister aux pandémies. Donc voilà, on maintient la dynamique, mais on adapte quand même les calendriers et les sujets. Merci beaucoup, Laure. Donc, on voit bien d'un côté ce travail transversal avec les différents pays et le rôle majeur et central qu'ont eu les services prévention. Et du coup, cet ajustement au niveau des différents plans d'action que vous avez menés. Je vais donner la parole à Paul et juste avant, je vais vous donner la parole via le chat où vous allez pouvoir continuer à envoyer vos questions puisque juste après l'intervention de Paul, on va avoir une session de questions-réponses avec nos invités. Paul, à toi la parole pour nous dire comment ça s'est passé côté OPP-BTP. Écoutez, moi je souhaite d'abord souligner le caractère exceptionnel de cette crise et qui a fait de la santé-sécurité un point de passage incontournable. Si je me réfère à la situation du BTP, dans un accord très officiel avec les organisations patronales du BTP, ministère des Finances, de la transition écologique et solidaire, ministère du Travail et de la Santé, la reprise du travail est conditionnée à l'édition d'un guide de prévention et au respect de ce guide. Donc une situation très exceptionnelle et qui nous a d'ailleurs amené, nous-mêmes dans le guide, à faire usage d'une sémantique qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans nos recommandations, puisqu'on a écrit dans le guide en rouge, en gras, que seules les entreprises pouvant respecter les préconisations pouvaient travailler et qu'à défaut, le travail devait s'arrêter. Donc, de ce fait, de façon très claire, la santé-sécurité a été vraiment projetée au devant de la scène et s'est imposée de fait, je dirais, dans tous les états-majors. Et c'était vrai également au niveau de la branche, des branches bâtiments et travaux publics. Donc l'OPP a été, je dirais, de ce point de vue-là, et les directions santé-sécurité des groupes que nous connaissons, que nous avons pu suivre à ce moment-là, ont été vraiment mis au devant de la scène et sont devenus, je dirais, des interlocuteurs de premier plan des directions générales, des présidences, et en ce qui concerne l'OPP-BTP, donc relations de haut niveau avec l'État, les organisations patronales, et tous les patrons de tous les grands groupes. Donc ça a donné une visibilité, je dirais, immédiate, forte. Et un point que je trouve important, je dirais, renchérissant sur ce que disait Laure, je trouve que nos systèmes ont fait preuve de résilience, qui est un thème qui est cher à l'ICSI,
puisque si on n'a pas nécessairement, je dirais, anticipé correctement, on aurait pu se mettre en situation de préparer cette crise qu'on aurait dû voir arriver depuis la Chine, puis l'Italie. En tout cas, je trouve que nos systèmes ont su très rapidement se mettre en situation opérationnelle pour apporter des éléments de réponse et qui ont été apportés plutôt vite. Si je prends le guide de l'OPPBTP, on se mobilise donc le 17 mars. Le guide est publié officiellement le 2 avril, mais là-dedans, nous avons 10 jours qui sont consacrés pour avoir finalement un travail d'accord paritaire. Et 10 jours pour un accord paritaire avec l'État, ce n'est pas très long. Un élément aussi, je trouve, très important sur les actions et sur les plans d'action, et je parle d'abord donc de l'action des préventeurs. Je reviens sur la notion du digital. Je crois que, d'ailleurs, si on est en webinaire aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on a appris aussi au printemps. Nous avons su mettre en œuvre très rapidement dans nos organisations des outils adaptés à la situation spécifique de confinement qu'on a donc rencontré dans un premier temps. Et on a su aussi se saisir de ces outils pour pouvoir porter les messages de prévention. Nous avons tous cet enjeu de réussir à porter le sujet de la prévention au bon niveau de notre point de vue dans nos organisations. Et je pense qu'on a bien réussi à se saisir de la chose. Au niveau des plans d'action, un petit point sur le plan d'action global. J'ai regretté à l'époque, si vous reprenez même le guide OPPBTP, nous n'avons toujours pas de mention du document unique. Nous l'avions mis initialement, même dans l'introduction du guide, en disant c'est l'endroit où aller poser les choses et prendre les choses en compte en termes de plan d'action. L'État, pour une raison que je n'explique toujours pas, n'avait pas souhaité qu'on mette le document unique en avant à ce moment-là. Maintenant, il y a un micro là qui s'est mis en route, il y a de l'écho. Maintenant, un élément, je conclurai là-dessus, là où nous sommes tous interpellés comme préventeurs dans les entreprises, et l'OPP, je dirais, comme outil collectif d'entreprise, c'est que cette crise de la Covid a été un moment très particulier d'irruption massive, brutale, d'une question de santé publique dans la santé au travail. On a l'habitude, en tout cas en France, pour des raisons juridiques, d'avoir une séparation assez nette entre les deux. Et je crois qu'il y a une interrogation qui nous est posée sur comment établir mieux le lien entre santé tout court et santé au travail. Merci beaucoup, Paul. Je vais laisser maintenant la parole à Yvan qui a analysé les différentes questions que l'on a reçues et qui va donc en choisir deux, s'il te plaît, Yvan, pour les mettre en avant et demander donc la réaction de nos invités. Ok, donc il y a d'abord quelques invitations des participants à l'enquête pour qu'on puisse essayer de la décrire un peu plus précisément en fonction des secteurs d'activité des différents métiers. Je pense que c'est une idée intéressante qu'on pourrait intégrer dans les futurs sondages. Sur les questions, il y a, je dirais, deux grandes questions qui émergent. Il y en a plein d'autres, on y répondra de façon décalée, mais 2 ou 3 personnes ont noté qu'il y avait un décalage entre le nombre de sollicitations de la hotline psychologique dans les entreprises, dans leur entreprise ou dans leur administration. Il y avait un nombre de sollicitations assez faible par rapport au nombre de salariés qui s'étaient déclarés en détresse psychologique. Des enquêtes internes démontraient qu'il y avait beaucoup plus de gens qui se déclaraient en détresse psychologique que de gens qui utilisaient la hotline. Et donc, 2 ou 3 questions convergent pour demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui pourraient être pensés au-delà de la hotline. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il en existe d'autres? Ça, c'est une première question. Je pose la deuxième peut-être et les intervenants répondront. Une autre question qui comment on s'assure que avec l'émergence du risque Covid et la mobilisation massive de tous les acteurs autour de ce risque, comment on s'est assuré que les autres risques critiques ne passaient pas en arrière-plan? Voilà deux premières questions. Paul, je vais peut-être déjà donner un premier éclairage sur les hotlines psychologiques. Donc, j'ai bien conscience que c'est qu'un outil parmi d'autres et que ça peut apporter une réponse pour une partie des collaborateurs. Nous, on a fait des statistiques en France et en tout cas, la hotline, même si elle reste utilisée par un nombre restreint de collaborateurs, elle a été 5 fois plus utilisée pendant toute la période du confinement qu'en temps normal. Donc, c'était bien, mais on a aussi renforcé la communication sur l'existence du dispositif.
Ce que je pense aussi, c'est que les managers et les collègues ont un rôle très important en fait dans l'identification des collaborateurs en difficulté et dans la libération de la parole. C'est un message qu'on a beaucoup poussé en fait auprès des managers pendant la période du confinement. Et on a d'ailleurs, au moment de la reprise, on a décidé de créer 4 ateliers de sessions d'échange qui étaient animés par les managers partout dans le monde pour libérer la parole, ressouder les équipes, comprendre les difficultés et les reprojeter sur la feuille de route et faire des arbitrages. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, c'est sûrement une combinatoire de réponses. On a aussi fait évoluer notre hotline psychologique parce que souvent, il y avait certains collaborateurs qui avaient besoin d'aller plus loin et ça s'arrêtait un peu à un premier contact et une orientation vers des spécialistes. Et les collaborateurs en France, en tout cas, peuvent avoir à travers notre mutuelle 5 séances de discussion plus approfondies avec des spécialistes justement, qui fait que ça va au-delà de la ligne d'écoute. Mais je ne suis pas sûre que j'ai une réponse parfaite sur le sujet. Merci beaucoup, Laure. Je laisse Paul répondre également. Alors, côté BTP, je dirais, nous, on n'a pas mis en place de hotline, hein, ce n'est pas notre rôle, enfin, on n'est pas dans ce mode d'action. Éventuellement, des services de santé au travail auraient pu le faire. Certains grands groupes du BTP en ont. En revanche, nous, ce que l'on a quand même noté, il y a une très grande solidarité, très spontanée au sein des équipes. Hein, et ça, on l'a vu autant dans les petites entreprises que dans les grandes, sachant que les grandes, c'est beaucoup de petites équipes, hein, finalement, avec là aussi utilisation assez spontanée d'outils digitaux pour assurer le lien, des petits groupes Facebook, des petits groupes Yammer ou autres réseaux. On a bien vu alors, beaucoup de patrons qui ont assuré un contact téléphonique régulier avec l'ensemble de leurs salariés. Des traditions qui sont instituées, du petit café à distance plusieurs fois par semaine, et qui, bon, alors on n'est pas dans les choses structurées, ça s'est mis en place très spontanément, hein, mais là aussi, moi je vois ça comme un élément de résilience, et c'est quelque chose qu'on a intérêt à garder en tête parce que je pense que les directions ont intérêt à encourager ce genre de choses. Hein. Quelque part, on revient au b.a.-ba du lien social. Hein. Rappeler aux gens, on est certes là pour travailler, mais on est là pour travailler ensemble et ça demande effectivement de se connaître, de se parler, commencer. C'est un petit peu le café partagé dans le cantonnement de chantier le matin avant de démarrer le travail. J'enclenche tout de suite sur l'autre question qui était posée par Yvan, qui est sur les risques majeurs. Alors, pour mémoire, hein, il y a eu dans le BTP en tout cas, il y a eu certaines alertes lancées par l'assurance maladie et puis l'inspection du travail dans le nord de la France en pensant voir une recrudescence d'accidents graves et mortels tout début du mois de juillet. Nous n'avons pas à ce jour d'éléments statistiques qui nous permettent d'affirmer qu'effectivement, on n'a pas vu d'augmentation des accidents graves et mortels à partir de la reprise. Nous avons eu des échos, en tout cas de sentiments portés par un certain nombre de personnes sur un plus grand nombre de petits accidents. Hein. Et ce que l'on peut effectivement tous penser comme préventeur, c'est qu'à partir du moment où la reprise, il y avait une surfocalisation sur le risque Covid, d'une part, et puis dans un certain nombre de cas, le besoin de rattrapage, alors il y avait en tout cas très certainement le risque d'un manque d'attention sur les risques traditionnels. Moi, je crois que ça s'est passé de façon très différente en fonction des entreprises. Les entreprises structurées, grands groupes, entreprises moyennes, je dirais, ont ajouté le risque Covid dans leur dynamique. Et le surcroît de préparation à la reprise, je pense, a été favorable pour la gestion de tous les risques. Après, on a des choses différentes dans des entreprises plus petites qui ont du mal à gérer, je dirais, même les risques graves en temps habituel, et qui, pour là, la focalisation Covid voulait dire qu'on ne regardait plus tellement le reste. Donc, des choses assez contrastées, mais à nouveau, la bonne chose, hein, in fine, c'est qu'on n'a pas constaté sur les données statistiques à disposition à ce jour de surcroît d'accidents graves et mortels. Merci Paul. Laure, est-ce que tu souhaites non, mais si peut-être effectivement. Oui, je pense que sur les risques mortels et d'accidents graves, c'était peut-être un
pouvait avoir pendant cette période. Donc, les messages santé-sécurité ont vraiment été très, très renforcés à la fois par le management et sur le terrain pour éviter d'avoir des surcroîts d'accidents. Et ça n'a pas été le cas, en fait. Paradoxalement, en tout cas jusqu'à fin juin, on a relevé beaucoup moins d'accidents avec un taux de fréquence qui est passé à 5,85 alors qu'il était à 6,87 l'année d'avant sur la même période. On a eu un ou deux hippos qui m'ont fait peur à un moment, mais finalement, au final, on n'en a pas plus que les périodes habituelles. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment une vigilance très forte de nos collaborateurs qui savaient qu'ils vivaient un moment particulier. Et en revanche, il va falloir qu'on suive les choses dans le temps sur est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui se dessinent du fait de la reprise d'un nouveau mode de fonctionnement normal. Mais je n'ai pas d'alerte du tout à ce stade. Comme si tout le monde s'était vraiment autonomisé, responsabilisé, avait fait 10 fois plus attention pendant toute cette période. Et j'espère même que ça va avoir fait évoluer des vigilances collectives et individuelles dans la durée. Merci beaucoup, Laure. On va maintenant passer à la deuxième partie où on va se focaliser cette fois-ci sur l'impact sur le terrain. Dans un premier temps, avec une orientation sur la présence managériale, alors avec un premier focus sur les visites sécurité. Dans de nombreuses organisations, on a vu dans un premier temps une baisse du nombre de visites sécurité, du nombre de visites sécurité. Et puis ensuite, au niveau des différentes organisations, pas exactement la même chose, c'est-à-dire que pour certains, ils sont déjà revenus en tout cas en termes de nombre, à un nombre plutôt classique et normal, alors que pour d'autres, cette baisse des visites sécurité a été maintenue. Autre élément qu'on a pu voir, c'est un accompagnement managérial qui, d'une certaine manière, a complètement changé, avec un accompagnement managérial beaucoup plus important qui s'est développé. Et enfin, un troisième élément sur la présence managériale, c'est que globalement, les temps de coordination ont largement augmenté. Alors, bien évidemment, principalement pendant la période de confinement, mais ces tendances semblent se confirmer, notamment dans les entités où le télétravail est encore de mise. On va passer à une dernière question interactive pour ce webinaire sur la place de l'action managériale. Donc, la question interactive, c'est: en matière de sécurité, la crise de la Covid-19 a-t-elle renforcé l'action des managers, diminué l'action des managers, laissé l'action des managers inchangée ou ne sait pas? Donc, toujours le même système, vous allez recevoir un lien dans Conversation. Cliquez bien sur le lien pour répondre à la question et nous allons partager les réponses ensemble. Donc, en matière de sécurité, la crise du Covid a-t-elle renforcé l'action des managers, diminué l'action des managers ou laissé l'action des managers inchangée? Allez, on commence à avoir les premières réponses. Nous en sommes à 76. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Donc, répondez bien, s'il vous plaît, en cliquant sur le lien. Donc, nous en sommes à 85 réponses. Est-ce qu'on voit très largement ressortir, donc à plus de 75, à 60, ça change, à 73%, donc que l'action des managers en matière de sécurité a été renforcée via la crise de la Covid-19.
Alors, deuxième grand champ en termes d'impact sur le terrain, les pratiques de fiabilisation. Alors, ces pratiques sont donc des pratiques opérationnelles qui sont au service du travail bien fait, c'est-à-dire en sécurité, et elles ont pour objectif d'avoir une bonne conscience de la situation réelle, l'anticipation des risques, la vigilance et la synchronisation des acteurs. Je voulais mettre en avant 3 pratiques de fiabilisation: les briefings, débriefings, la communication sécurisée et enfin la minute qui sauve ou la minute d'arrêt selon les entités. Il y a eu forcément une évolution dans ces briefings, débriefings. On a vu en particulier la communication sécurisée qui s'est fortement développée. Je souhaitais en fait faire à nouveau réagir nos invités sur l'impact sur le terrain de cette crise, que ce soit sur les actions managériales ou la fiabilisation des pratiques. Laure, je te laisse commencer. Merci Dounia. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, les opérations ne se sont pas arrêtées et la vraie priorité était au soutien des collaborateurs avec une communication interne et managériale renforcée avec beaucoup de canaux en fait d'échange. Comme tu l'as expliqué, on a bien eu 3 types de salariés, en fait, les personnes qui étaient sur le terrain, les personnes qui étaient en télétravail, celles qui étaient en chômage partiel. Et du coup, au niveau des managers, ils ont eu à disposition très vite des cursus e-learning pour apprendre en accéléré le management à distance, les risques psychosociaux, l'équilibre vie pro, vie perso. Et les maîtres mots en interne, c'était bienveillance managériale et proximité. D'ailleurs, je remercie Morgane et notre académie de formation qui a eu une incroyable réactivité et plein d'innovations pour réagir à nos demandes. Bien sûr, ça a été fait un peu dans l'urgence. Je pense que ça a été très apprécié. Et en tout cas, nos managers, il y en a beaucoup qui se sont révélés avec un accompagnement exemplaire. Et en tout cas, on a tous grandi sur plusieurs notions, la flexibilité, le digital. Ça a resserré les liens avec les équipes, y compris sur des problématiques privées. Parfois, on se dit plus de choses à distance avec un Teams que quand on se voit rapidement alors qu'on est happé par nos actions. Les dirigeants pays n'ont jamais été aussi proches des équipes en faisant des webinaires, des cafés virtuels réguliers avec leur encadrement. Pour l'aspect fiabilisation, je pense que cette période a été marquée par de la flexibilité et de l'amélioration continue des retours terrain ou des retours des partenaires sociaux. Par exemple, au début, dans nos plans de continuité historiques, on avait énormément réduit les opérations. Et après 3 semaines, on a réalisé qu'on devait réintégrer un certain nombre de travaux, notamment de maintenance préventive, pour éviter de se mettre en risque. Et ce point, il n'avait pas forcément été anticipé, puisque nos plans de continuité, ils étaient plutôt faits pour des crises plus courtes et pas forcément des crises qui durent aussi longtemps. Mais je pense que les adaptations ont été faites au bon moment. Et enfin, tu parlais de la présence terrain et des visites managériales sécurité. Là, je dirais que les situations sont contrastées. En France, par exemple, les VMS se sont plutôt bien poursuivis. Alors peut-être il y a quelques exceptions de managers, mais globalement, la dynamique a bien fonctionné. Alors qu'en Amérique du Nord ou en Espagne, par exemple, elles sont beaucoup plus en retrait. Il y a eu des politiques de travel ban au sein du pays beaucoup plus fortes et peut-être pour les États-Unis, en tout cas, une crise plus lourde. Et y compris aujourd'hui, et je dois les dynamiser un peu pour que les managers maintiennent une présence terrain, même si la crise dure, parce qu'on les attend, en fait, on a besoin d'eux. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Je laisse la parole à Paul sur ce sujet. Oui, écoutez,
moi, je vais porter un regard un petit peu différent. Je vais d'abord parler en fait des changements qu'on a vus sur le terrain, sachant que dans le BTP, donc l'élément premier qui était mis en avant comme mesure anti-Covid, c'était l'hygiène. Hein. Le BTP s'exprime en général avec des installations temporaires, parfois de très courte durée, intervention courte ou parfois un petit peu plus long, mais on n'est pas sur des installations permanentes. Et la crise donc du printemps a été l'occasion, je pourrais presque dire l'opportunité d'ailleurs, hein, pour les entreprises de revoir fondamentalement la façon dont elles abordent les questions d'hygiène. Et je dirais, en dehors des questions de distanciation, je dirais qui étaient un peu spécifiques, mais il s'agissait d'abord de revenir à un besoin élémentaire, qui est de permettre la propreté avec le lavage des mains, pour ne parler que de cela. Et pour ça, on a vu effectivement alors, des choses qui ont changé radicalement sur les chantiers à ce moment-là. Quelque chose aussi qui était un peu inédit, aller sur les chantiers au printemps, c'était encore le cas en début d'été, je sais moins en attester aujourd'hui, c'est encore globalement le cas. Mais on est arrivé dans des bases propres, dans des bases vie, propres, avec des sols propres, et choses un petit peu inhabituelles. Et en posant la question aux responsables, maintenant vous nettoyez 2 fois par jour, et avant, 1 fois par semaine. Dans des installations ou par construction, hein, je dirais, et je dirais donc finalement dans la culture du métier, on rentre dans la base vie avec ses bottes pleines de boue, avec ses vêtements sales, on ne se lave pas les mains avant d'entrer puisqu'on ne peut pas se laver les mains à l'extérieur, et en général les lavabos, ils ne sont pas immédiatement à l'entrée, il faut aller relativement loin. Donc, il y a eu un progrès radical qui a été donc rendu possible au printemps. La question qui se pose maintenant, c'est la pérennité de ces installations. Il y a un point d'ailleurs sur lequel j'ai pas posé la question alors et j'en profite pour la poser maintenant. Dans la construction, les entreprises ont beaucoup mis en avant l'enjeu du soutien par les clients. Il y a eu, et d'ailleurs c'est toujours pas réglé, des questions avec les maîtres d'ouvrage. Certains ont spontanément accompagné les entreprises, voire ont pris les initiatives pour que les entreprises mettent tout le monde en sécurité. Il y a certains maîtres d'ouvrage qui ont refusé toute responsabilité sur la question, qui ont tout rejeté sur les entreprises. Et dans le domaine du BTP, on avait en plus le rôle un peu particulier des coordonnateurs SPS, qui n'ont pas su tous où se placer effectivement entre l'intérêt du maître d'ouvrage, les exigences en santé et sécurité et comment, dans le cas de la coactivité, les choses devaient être portées. Donc, à nouveau, sur cette notion d'hygiène des choses qui sont arrivées, on a une vraie question sur quelle pérennité. La deuxième vague qui arrive malheureusement, on lance à partir d'aujourd'hui une nouvelle campagne digitale pour rappeler l'attention de tous dans le BTP sur les gestes barrières, sur le contact tracing, éviter qu'une personne ayant contaminé d'autres. Mais on considère avoir un vrai enjeu de pérennité. Est-ce que ces avancées vont survivre à la crise? C'est pas évident. Juste un petit mot sur, je dirais, les autres risques. Moi, je crois que dans la durée, je doute de l'impact dans la durée une fois que la crise Covid sera partie. Comme je le disais tout à l'heure, les entreprises structurées étaient déjà organisées et restent organisées, elles restent focalisées. Et c'est vrai que la crise, quelque part, a même aidé à porter les thématiques. Un certain nombre de petites entreprises peu structurées, je crains que malheureusement, on le constate sur des chantiers, où on peut aller voir aujourd'hui, on voit des masques, parfois sur le nez, parfois sur le menton, et sinon pour le reste, on constate encore des choses qu'on aimerait ne pas voir. Merci beaucoup Paul pour cette intervention. On va passer à une nouvelle… Oui, pardon, vas-y Laure. Je vais réagir, Paul. Donc effectivement, je pense que le volet hygiène, tu as tout à fait raison, il y a eu un vrai changement culturel. On a essayé aussi de pousser ça et on a créé au sein de Suez nos 10 règles d'hygiène qui sont un peu le pendant de nos règles qui sauvent qu'on avait déjà dans l'entreprise. Et les questions qu'on a, c'est comment on fait pour les pérenniser dans la durée, ces 10 règles. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déclic qui s'est produit et qu'on a capacité à pérenniser ces progrès pour les bases vies, pour la façon de travailler au quotidien. Dans nos camions en fait qu'on a pour les interventions ponctuelles, les collaborateurs disent déjà on voudrait continuer d'avoir du gel hydraulique. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui je pense vont rester. Et à nous de le pousser.
Je partage le point de vue. Il y a des choses qui se sont initiées, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et je crois que, en tout cas, les préventeurs, qui je pense sont largement rassemblés dans ce webinaire, nous devons tous avoir vraiment conscience qu'il va falloir mener des actions, soutenir tout cela pour que ces choses, je dirais, s'ancrent effectivement de façon durable dans le paysage. Merci beaucoup pour vos interventions. On va passer à une dernière session de questions-réponses. Yvan, tu nous as sélectionné quelques questions. Oui, d'abord, une incitation à ce que tout le monde regarde le chat, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et d'exemples d'autres entreprises qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas que des questions, il y a beaucoup de témoignages qui sont, je pense, assez intéressants également. Vous confirmez également que beaucoup de questions portent sur comment rendre durable et conserver les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pendant la crise. Je crois que la thématique, le débat qui vient de s'ouvrir mérite d'être poursuivi, et si vous le souhaitez apporter des précisions à ce que vous avez dit, n'hésitez pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Sinon, je retiens deux questions. Une autour du rôle des partenaires sociaux pendant cette crise. Comment vous avez travaillé ensemble? Je sais que vous avez des rapports assez différents hein, selon votre position, Paul et Laure, et peut-être un retour d'expérience là-dessus serait intéressant. Et une dernière question, si vous avez le temps, c'est autour du retour d'expérience. Comment vous avez mis en œuvre le retour d'expérience? Quelles modalités? Le mailing, les entretiens, les observations? Et qu'est-ce qui a été le plus efficace? Tu veux démarrer, Paul, ou je démarre? Allez, je peux démarrer, on va changer. Écoutez, alors les partenaires sociaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avions les partenaires sociaux de la branche, je dirais en première ligne dès le 22 mars au soir, hein, puisque le 22 mars au soir, nous avons envoyé un projet de guide donc pour le soumettre à l'avis des organisations patronales et syndicales salariées du BTP. Alors je dirais, il y a eu, il y avait une volonté, je dirais, allant au-delà d'ailleurs de ce que l'État était disposé à laisser faire des partenaires sociaux, de contribuer, je dirais, à l'identification d'un certain nombre de solutions de prévention. Hein. Je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, la prise de température n'est pas recommandée par les pouvoirs publics. Nous, c'était une demande formulée de façon extrêmement claire par les partenaires sociaux dès mi-mars. Hein. Donc, il y a eu ce mouvement-là, et je dirais qu'ils étaient totalement dans leur rôle, hein, totalement légitime pour faire des propositions d'éléments complémentaires de mise en sécurité. Ils ont eu un élément, par exemple, très précis, ils étaient à la manœuvre dans le BTP, ça a été plutôt globalement retenu, qui était aussi la mise en sécurité particulière des apprentis, en disant que l'apprenti n'est pas fondamentalement, je dirais, dans l'entreprise, dans un but de production, il est là dans un but d'apprentissage, et c'est donc de dire qu'en termes de priorité, la prévention devait l'emporter sur la production, et donc la recommandation qui avait été faite, que les apprentis n'aillent pas en entreprise pendant la crise, en tout cas à minima pendant la période de confinement. Bon, après, il y a eu un petit débat qui a un peu pollué les choses, qui était la notion d'activité d'urgence et de savoir si, en période de confinement, il fallait que les autorités, en général, y compris autorités de prévention, donc je dirais au PPBTP y compris, devions-nous finalement autoriser ou pas la reprise du travail sur des activités dites non d'urgence. Alors, ça a amené d'ailleurs un certain nombre de partenaires sociaux du BTP à se retirer officiellement finalement des échanges, hein, parce qu'ils voulaient que l'on interdise la reprise des travaux non urgents. En tant que préventeur, nous estimions que nous avions fait ce que nous devions faire en disant quelles étaient les conditions sécurisées de reprise du travail, hein, et qu'après, il appartenait au pouvoir public, aux entreprises, aux donneurs d'ordre, de considérer que s'ils savaient réunir ces conditions, si oui, reprendre le travail était possible, et sinon, devoir s'arrêter. Donc voilà sur les partenaires sociaux. Laure, si tu veux. Oui, je vais compléter sur les partenaires sociaux. Nous, on avait un échange hebdomadaire au niveau groupe avec les partenaires sociaux des différentes entités françaises. Et on a aussi un comité européen et je suis restée en contact permanent avec le président de cette instance pour échanger aussi sur les difficultés
de déployer des mesures parfois complètement homogènes d'un pays à l'autre, alors que des gouvernements pouvaient avoir des décisions qui nous empêchaient dans l'homogénéité. Par exemple, sur le port du masque, il y a eu pendant un long moment, ça a duré plus longtemps en Angleterre, où le port du masque était vraiment réservé que pour les hôpitaux et les collaborateurs, c'était inenvisageable de pouvoir en porter, en fait. Donc, il y a eu ce sujet européen. En France, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les échanges, les remontées. La bienveillance mutuelle, hein, on n'était pas là pour se faire la guerre, on était vraiment là pour trouver des solutions concrètes, voir si jamais il y avait éventuellement une usine, une région où il y avait des difficultés spécifiques. Je pense qu'on a abordé à la fois les sujets globaux et puis aider à débloquer plus vite des petites problématiques locales. On a aussi beaucoup impliqué les partenaires sociaux sur les dispositifs de reprise. Peut-être moins au démarrage de la crise et sur les plans de continuité où tout a été fait quand même relativement dans l'urgence, mais en tout cas, on a essayé de plus les associer sur les dispositifs de reprise dans les différents bâtiments et aussi d'associer les médecins du travail sur ces dispositifs-là. Donc, voilà pour les partenaires sociaux. Je vais enchaîner peut-être sur le volet REX, Paul, et donc, sur le volet REX, on a fait le choix de faire un premier REX à froid, enfin à chaud, quand même à chaud, j'ai envie de dire, parce qu'il y en aura d'autres à faire à froid plus tard. Et je ne peux pas vous dire exactement, hein, ça dépendra de combien de temps durera une vague. Et j'ai encore beaucoup de pays comme l'Inde et en plein dans la première vague, voire dans la phase de croissance pour certains des pays. Et donc, sur ce REX, en fait, qui s'est fait entre mi-juin et fin juillet, on a interviewé l'ensemble des cellules de crise, le CEO et le SPOC de crise, le coordinateur de crise, pour avoir une vision globale. Donc, c'est notre direction de l'audit qui l'a fait pour me permettre de me consacrer sur la gestion de crise. On a aussi fait une enquête de l'ensemble des collaborateurs mondiaux avec un certain nombre de questions à la fois sur la gestion de crise, sur comment ils se sentaient et s'il fallait revoir certaines priorités aux orientations ou objectifs du groupe pour les prochaines années du fait de la crise. Et enfin, on a fait un REX spécifique avec les partenaires sociaux, ce qui fait le lien un peu où ils ont été interrogés sur une quinzaine de questions, toutes branches confondues, pour faire leur retour sur la gestion de crise et sur ce qu'ils aimeraient avoir amélioré à l'avenir. Voilà, donc, et du coup, on est en train de structurer le plan d'action suite à ces REX. Merci beaucoup, Laure. On va passer au mot de la fin pour redonner une dernière fois la parole à nos invités sur ce qui vous a interpellé dans le cadre de cette crise et de ces échanges. Je vais redonner la parole à Laure, puis Paul, et je laisserai la conclusion à Yvan. Alors, peut-être sur ce qui m'a interpellée, c'est, comme l'a expliqué Paul, c'est la force du réseau et du partage. Donc, lui a géré une coordination des règles et un partage d'informations et un support avec les entreprises du BTP en France et moi avec les différentes entités de Suez, alors qu'on est une entreprise très décentralisée. Je voulais aussi dire un merci en fait à un certain nombre de directeurs santé-sécurité parce que je pense qu'on a eu beaucoup de partage entre nous. Donc, Nathalie d'Air France ou Nathalie de Saint-Gobain, Jean-Claude de EDF, et j'en oublie beaucoup. Paul aussi, puisque ce que vous avez écrit au niveau de l'OPP-BTP, ça nous… Attention, Laure, nous n'avons plus de son. Il coupe. Vous m'entendez ? Allez, ça revient. Donc, vous avez rien entendu de ce que j'ai dit ou vous avez entendu ? On a raté les 30 dernières secondes. J'étais en train de remercier Paul
Ça, on l'a entendu, juste après. Et de remercier aussi mes branches, en fait, en eau et en déchets, puisqu'ils nous ont beaucoup aidés, et le GEPI, qui continue de nous soutenir à travers des prises de position sur différentes questions. Voilà, donc ce qui m'a interpellée, c'est la capacité de partage, de mise en réseau pour gagner collectivement du temps pendant des périodes où on a justement peu de temps, et puis pour s'aider dans les décisions difficiles, parce qu'elles n'étaient pas toujours simples, les décisions. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage. Paul? Très bien. Moi, je renchéris à nouveau, comme l'a dit Laure, sur la mobilisation collective. Hein. Je trouve que c'était un bel exemple de résilience. Je trouve que le monde de la prévention, les entreprises, hein, de façon globale, je trouve, ont plutôt bien fait face. En tant que préventeur, et nous en tant que préventeurs de branche, on reste marqué aussi par ce que le confinement nous a amené à gagner, hein, en pratique des outils digitaux, et en rappelant que quand on est sur les outils digitaux, on rentre dans ce qui s'appelle l'économie de l'attention. Hein, c'est tout ceci qui nourrit quelque part la concurrence entre tous les outils digitaux qu'on nous met à disposition. Et nous sommes nous-mêmes préventeurs en plein dans cette économie de l'attention, puisque notre enjeu, c'est de réussir à capter et maintenir l'attention des salariés, de nos organisations, sur les enjeux liés à la santé et à la sécurité. Et je crois que, alors ça, c'est pas ce qui m'a marqué, mais un petit mot pour le futur. On a entendu beaucoup de choses très très positives aussi en début de crise. Hein. On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, interrogeant sur le sens du travail, le sens de la vie, ainsi de suite. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on maintienne. Il va falloir qu'on le maintienne d'autant plus que malheureusement, autant au début du printemps, on pouvait espérer être confronté à un problème qui durait quelques mois. On avait quand même tous un peu l'espoir, effectivement, que les choses se régleraient à l'été. On voit bien que cette saleté n'a pas disparu et qu'elle nous oblige à rentrer dans une gestion différente de la crise, qui est vraiment une gestion dans la durée, avec des incertitudes. Ça va formuler différemment, je dirais, un certain nombre des craintes qu'on a pu avoir au printemps, y compris quand on parlait d'accompagnement des équipes, accompagnement individuel. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit bien mobilisés les uns les autres dans les semaines qui viennent et qu'on fasse notre travail de pédagogie de la prévention, bien rappeler pourquoi, quel est l'intérêt individuel, collectif, pour effectivement réussir à sortir gagnant et plus fort de cette crise. Dounia, je rajoute un petit mot en fait sur un autre aspect. Je pense qu'une crise de ce type va nous aider aussi à ce que toutes les entreprises se mobilisent plus sur justement la préparation aux imprévus et à la crise. Et par exemple, moi j'ai demandé à ce que on était habitué à simuler beaucoup, en tout cas dans les différents pays, des exercices qui parfois étaient plus simples, comme des explosions, des fuites de chlore, et pas forcément des exercices qui étaient multi-entités ou qui étaient de plus grande envergure. Et je pense qu'il faut qu'on va poursuivre ça et demander à le systématiser. Merci beaucoup, Laure. Allez, le mot de la fin cette fois-ci pour Yvan. Ce n'est pas le mot de la fin, hein, c'est juste une contribution et ça va faire écho au dernier point de Laure. Je pense qu'on vit une crise sanitaire et maintenant économique qui va sans doute durer. Je pense que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact, au moins sur la façon dont nous gérons le risque. J'espère que ça n'aura pas d'impact sur le niveau de sécurité, mais peut-être sur la façon dont nous gérons le risque. Alors, je ne sais pas si ça va nous amener une sécurité low cost, parce qu'il va y avoir des restrictions budgétaires qui vont peut-être toucher la sécurité. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur l'évolution des valeurs et de la valeur qu'on donne à la sécurité par rapport à d'autres aspects. On voit qu'elle est très haute. Est-ce que ça va durer avec la crise? Je ne sais pas. Par contre, j'ai une conviction, c'est qu'il y a un enjeu très fort qui est remis, que la crise du Covid remet sur le devant de la scène, c'est comment on gère les aléas et les perturbations. Alors bien sûr, nous n'aurons pas, et je l'espère, à gérer des crises de l'ampleur de la Covid en permanence, mais ça nous met en évidence que même les situations les plus normales, quand la situation va se normaliser petit à petit, elles auront toujours une part d'imprévu, d'aléas et de perturbations. Et je crois que la stratégie de demain, c'est celle qui arrivera à gérer, la stratégie de sécurité de demain, c'est celle qui arrivera à gérer au mieux ces aléas. Et ça ouvre des perspectives en termes de stratégie
en matière de sécurité qui amène des changements non négligeables. On se rend compte que la volonté de faire la chasse aux aléas en essayant de tout prévoir et de mettre des barrières systématiques a des limites. Ça met en évidence qu'il faut apprendre à vivre avec l'aléa et la perturbation. Et ça ouvre aussi des perspectives intéressantes sur des nouveaux sujets sur lesquels il faut travailler tous ensemble. Est-ce qu'il y a une culture de sécurité plus adaptée à la gestion des risques? Ça met en avant certaines problématiques qui ont été largement citées lors de ce webinaire, à savoir comment créer des organisations plus résilientes, comment générer ou mieux maîtriser les arbitrages entre la sécurité et les autres enjeux, comment renforcer la sécurité gérée. Je crois qu'il y a là des axes de travail et quelque part d'évolution de l'appréhension de la sécurité que cette crise peut nous permettre d'améliorer pour avoir une approche plus équilibrée et durablement plus efficace en matière de gestion des risques. Merci beaucoup Yvan. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Je sais qu'il y a certaines questions qu'on n'a pas pu prendre en direct. Nos invités ont accepté avec gentillesse d'y répondre en décalé et vous aurez également donc le replay de ce webinaire ainsi que des témoignages écrits de Laure et Paul. Merci à tous, à très bientôt. Et puis toujours des nouveautés dans le cadre de la campagne gestion des risques et Covid-19 de l'ICSI. Merci à vous.